Bonjour Lévi Moses. Bonjour. Donc vous êtes professeur d'astrophysique, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez enseigné l'astrophysique à l'Université de Franche-Comté. Vous avez fait à l'époque le buzz pour avoir découvert une planète constituée quasiment entièrement de diamants. Et vous êtes actuellement enseignant-chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous travaillez plus spécifiquement sur les données qui sont remontées par la mission Rosetta, de données sur lesquelles vous travaillez actuellement. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre travail sur cette mission ? Mon domaine d'investigation est l'origine du système solaire. Donc ce qui m'intéresse à travers la mission Rosetta, c'est d'avoir des mesures pertinentes qui me permettent de contraindre les conditions de formation de cette comète et des comètes en général. Comprendre comment se sont formées ces comètes, cela nous donnera beaucoup d'informations sur les conditions de formation du système solaire externe. Il y a des paradoxes dans cette comète, par exemple le fait qu'il y ait de l'oxygène en quantité importante, puisqu'on a mesuré que cette quantité d'oxygène était entre 1 et 10%, ça représentait entre 1 et 10% de la quantité d'eau qu'il y avait sur la comète. Le paradoxe, c'est qu'en fait l'oxygène, c'est une molécule qui est extrêmement volatile, donc la glace d'oxygène, quand elle se forme dans la nébuleuse primitive, c'est le fameux disque dans lequel se sont formés tous les corps du système solaire. Donc lorsque l'oxygène s'est condensé pour être piégé dans la comète, il s'est condensé à une valeur qui était à une température qui était très très proche de la température de l'azote. Comment peut-on expliquer que d'un côté, l'azote n'a pas été piégé dans la comète alors que l'oxygène a été piégé ? On a besoin d'une température supérieure à 30 degrés Kelvin pour éliminer l'azote, et si on fait ça, on élimine aussi l'oxygène. D'accord. Donc il y a deux scénarios qui s'opposent pour expliquer l'origine de l'oxygène. Donc pour qu'on comprenne bien, si on repart de l'espèce de soupe primitive du système solaire, on a un nuage de gaz qui s'est effondré sur lui-même, on a une espèce de nébuleuse avec tout un tas de composés qui vont petit à petit s'agréger et former des corps de plus en plus importants. La température de cette nébuleuse est extrêmement importante pour comprendre la formation du système solaire, d'essayer de connaître cette température pour savoir quels ont été les éléments qui se sont agrégés les uns avec les autres. Bien sûr. Et donc vous dites que le fait qu'on ait trouvé très peu d'azote et paradoxalement beaucoup d'oxygène pose un problème fondamental parce que du coup on ne sait pas du tout à quelle température se serait formée cette comète. C'est un paradoxe quelque part. Il faut choisir. Soit c'est en dessous de 30 Kelvin et on devrait avoir beaucoup plus d'azote, c'est ça ? Bien sûr. Soit c'est au-dessus et on ne devrait pas avoir autant d'oxygène. Exactement. Donc le souci qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de répondre à cette question. Il y a aussi une autre possibilité qui me demeure à explorer, c'est le fait que la comète ait pu avoir de l'oxygène qui s'est formé au cours de son histoire autour du Soleil. Et pour former de l'oxygène, qui aurait été produite quoi, par le rayonnement solaire ? Rayonnement ou irradiation. Donc rayonnement, c'est des ultraviolets par exemple. Irradiation, c'est des impacts de particules. Et dans tous les cas, ce qui peut se passer, c'est quand vous irradiez ou vous envoyez des UV sur une surface de glace, ce qui peut se passer, c'est que vous cassez les liaisons entre les molécules, entre les atomes. Donc on casserait des molécules d'eau, et on formerait de l'oxygène. D'un côté de l'hydrogène, voilà. de l'autre côté de l'oxygène. Ça peut être une possibilité, c'est ce qu'on appelle la radiolyse. Alors le souci qu'il y a avec ce mécanisme, c'est que, ok, on est capable d'aller produire l'oxygène sur quelques microns d'épaisseur, mais aller franchir un noyau qui fait 3 km, c'est impossible. L'autre possibilité, alternative à ça, c'est qu'on aurait pu imaginer que la radiolyse a été très importante à l'époque où la comète n'était pas encore assemblée, à l'époque où les grains qui ont plus tard formé la comète se sont formés dans les nébuleuses, et c'est ces grains-là qui ont été irradiés à ce moment-là. Et donc des grains tout petits qui sont micrométriques, c'est très facile de les irradier par rapport à une comète qui est assemblée, quoi. Donc je pense que c'est cette hypothèse-là qu'il faut creuser. Il y a aussi un autre problème par rapport à l'oxygène, indépendamment de son origine, qui est déjà très complexe, puisqu'on n'y répond pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'expliquer comment l'oxygène peut être piégé dans l'eau. Parce que ce qu'on voit dans la comète, dans la coma, c'est qu'on voit donc de l'eau qui sort, avec un taux de production donné. Ce taux de production il est variable en fonction du temps et de la distance au Soleil, et en fonction aussi de la position du Soleil sur la comète. On voit que l'oxygène est parfaitement corrélé à l'eau. Donc ça veut dire qu'on est sûr que l'oxygène sort de molécules d'eau. C'est-à-dire qu'il y aurait des sortes de capsules d'eau avec des molécules d'oxygène à l'intérieur. On voit que on voit que c'est pas deux phases distinctes, on voit que c'est une seule phase qui est bien mélangée. Voilà. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que l'oxygène a remplacé, par exemple, vous avez une structure d'eau, une structure de glace d'eau, puis vous enlevez une molécule d'eau et vous mettez un oxygène à la place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable d'expliquer ça. En faisant des calculs de chimie quantique, des calculs ab initio, comme on dit,
J'ai des collègues qui travaillent dessus depuis des mois Mais et c'est un le casse-tête. phénomène des caches d'eau, est-ce que on sait que c'est un phénomène qui L'éclatrate. existe? Oui. Alors l'éclatrate, si c'était le cas, il y aura une deuxième phase parce que ça serait encore un autre. Et du coup, on n'aura pas une corrélation aussi parfaite. D'accord. Et je pense que le monoxyde de carbone est pigé sur de l'éclatrate dans la comète. Ah oui. Mais par contre, pour l'oxygène, c'est trop corrélé pour être parfait. C'est trop parfait. Donc on voit que c'est intimement mélangé et on n'est pas foutu de comprendre comment ça s'est piégé dedans de cette manière. D'accord. Donc là, avec cette découverte, vous posez une vraie question à l'ensemble de la communauté scientifique qui travaille sur la formation du système solaire et sur les comètes. Absolument, et c'est important. En fait, le côté hard science est suffisamment passionnant pour éviter de se poser des questions sur les petits hommes verts. Enfin, je veux dire, par exemple, on m'a posé la question, est-ce qu'on pouvait respirer l'air de la comète, puisqu'il y a de l'oxygène? Je veux dire, voilà, bon, c'est sympa comme question, c'est rigolo, hein, mais on n'était pas le 1er avril. Quoi. Non, mais je veux dire, le côté hard science est déjà suffisamment passionnant, et là, ça va générer, je ne sais pas combien de thèses, ce truc-là. Oui, ça remet en question les conditions de la formation du système solaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'imagination humaine ne dépasse pas ce qui se passe dans la nature. C'est que, en fait, pourquoi on ne s'est pas amusé à regarder si l'oxygène pouvait rentrer dans la glace d'eau, dans la structure de glace d'eau? On n'a pas fait ça avant. C'était pas observé. Ouais, on s'en fichait. Ouais. Et là, on voit que c'est le cas, il faut expliquer maintenant. Et je sais que actuellement, j'ai des collègues qui se font des cheveux blancs à cause de ça.